Bonjour à tous les camarades présents aujourd'hui à Lausanne. Je m'appelle Pascal Lotta, je suis professeur associé pour les études sur la neutralité à Kyoto, Japon, et je suis l'un des initiateurs de l'appel des partisans de la gauche et des Verts pour l'initiative sur la neutralité. Je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui, mais je vous envoie mes sincères salutations et mes remerciements pour l'organisation de cette conférence importante. Bien que je sois membre du Parti social-démocrate, je suis vraiment très reconnaissante à tous les communistes et autres camarades de la gauche qui voient les signes du temps et veulent soutenir une véritable neutralité suisse. La lutte pour l'initiative sur la neutralité sera difficile, mais probablement l'une des plus importantes de notre époque, car elle pourrait bien déterminer si dans quelques années nos filles et nos fils mourront dans des guerres étrangères ou si nous resterons chez nous, refusant les guerres des puissances européennes qui exercent une violence de masse autour de nous depuis des siècles. C'est une décision d'une portée aussi grande que celle des jours fatidiques de 1815 lorsque notre grand compatriote genevois Charles Pictet de Rochemont s'est battu avec succès pour notre neutralité à Vienne. La direction que prend la politique mondiale en ce moment est terrible, et le fait que nos élites à Berne tentent de nous impliquer dans le bellicisme de l'OTAN par des moyens détournés est encore plus effrayant. Le niveau d'hypocrisie et de propagande déloyale avec lequel les dirigeants actuels du Conseil fédéral et de nos deux chambres du Parlement opèrent est à couper le souffle. Cependant, tout n'est pas encore perdu car il nous reste notre précieuse démocratie directe et nous porterons cette question devant le peuple pour lui demander de soutenir notre vision d'une Suisse pacifique et non menaçante. Comme le disait l'ancien Thucydide, pour être vraiment neutre, la Suisse doit s'efforcer d'être l'ami de tous et l'ennemi de personne. Pour y parvenir, nous devons avoir une neutralité crédible, mais aussi amicale. Une neutralité qui cherche à se faire des amis. On ne peut y parvenir en imposant des sanctions à une seule partie ou en intégrant notre système de défense dans celui d'une alliance militaire hostile et agressive comme l'OTAN. C'est la voie de la ruine et de la rupture. Nous devons rétablir la neutralité originelle de la Suisse qui, déjà dans les traités de Vienne, était bien définie et reconnue comme dans l'intérêt de l'Europe. Mais permettez-moi de prendre ma casquette universitaire et de vous dire où nous sommes aujourd'hui dans notre débat national sur la neutralité, car les choses sont compliquées comme ils sont souvent. En apparence, il semble que la Suisse reste fidèle à sa neutralité. Les sondages annuels montrent qu'une majorité écrasante de 91% de nos compatriotes est favorable au maintien de la neutralité. Cependant, ces mêmes sondages indiquent également qu'il existe des différences significantes dans les points de vue sur ce que cette neutralité devrait ou non inclure. En ce qui concerne la coopération militaire avec l'OTAN, 52% des personnes interrogées estiment que la Suisse devrait coopérer plus étroitement avec l'Alliance. 30% des personnes interrogées sont même d'accord avec l'affirmation que la Suisse devrait adhérer à l'OTAN. Ce qui signifie qu'au moins 21% des compatriotes ne considèrent pas l'OTAN et la neutralité comme incompatibles. Surprenant, n'est-ce pas? En outre, il existe également d'importantes différences au sein de la population. D'une manière générale, les jeunes sont moins inclinés à considérer l'OTAN ou la coopération avec elle d'un œil favorable, tandis que les personnes interrogées ayant un niveau d'éducation plus élevé sont plus susceptibles de soutenir la coopération et même l'adhésion à cette alliance. Mais d'autres forces politiques encore poussent et tirent ce débat dans diverses directions. Par exemple, une étude récente d'Edius et Höfler montre que les élites des pays neutres et non alignés ont tendance à considérer l'OTAN et l'intégration transatlantique en général de manière beaucoup plus favorable que le suggèrent les sondages d'opinion. Les auteurs constatent que les préférences atlanticistes sont non seulement largement partagées par les élites politiques, mais aussi systématiquement dissimulées
au public dans les pays européens militairement neutres et aussi que les élites évitent fréquemment d'exprimer publiquement ses préférences en raison de l'attachement profond de la population à la politique de neutralité militaire ou de non-alignement de leur pays. Bien que cette étude ne porte que sur la Suède, l'Autriche et la Serbie, il n'est pas exagéré d'en déduire qu'en Suisse également, les responsables politiques de l'administration fédérale pourraient voir l'OTAN d'un œil plus favorable que le grand public. Après tout, le Conseil fédéral n'a jamais caché ses préférences. Au cours des 3 dernières années, il a publié 4 livres blancs ou études dans lesquels il a adopté l'idée d'une coopération accrue avec l'OTAN et l'UE en matière de sécurité à un niveau jamais atteint dans l'histoire de la Suisse. Le rapport de 2022 affirme que c'est pourquoi elle, c'est-à-dire la Suisse, s'efforce depuis longtemps déjà de disposer des 2 options en cas d'agression armée, à savoir se défendre de manière autonome ou organiser sa défense avec d'autres États, afin d'améliorer l'interopérabilité militaire et accroître ainsi la liberté d'action de la Suisse. L'armée doit préparer la coopération internationale à temps. Pour ce faire, les possibilités de coopération doivent être utilisées pour améliorer la capacité de défense, tout en restant neutre. Au moins ça. Le rapport 2024 recommande même l'interopérabilité des systèmes militaires suisses avec les normes de l'OTAN par le biais d'une participation graduelle au processus de certification de l'OTAN. Il est suggéré que, si nécessaire, l'OTAN pourrait vérifier et certifier l'interopérabilité et les capacités militaires de certaines formations de l'armée suisse. Ce qui signifie que la Suisse n'aspire pas seulement à être compatible avec l'OTAN, mais qu'elle assurait déjà que l'OTAN elle-même certifie son interopérabilité. En outre, le rapport suggère que la Suisse participe au projet de l'OTAN Federated Mission Networking, dont l'objectif est d'intégrer les systèmes de conduite et de communication des forces armées dans un seul et même système de conduite multinationale afin de créer une capacité de conduite intégrale sur le plan technique. Et parce que le FMN sert des pierres angulaires à toute coopération avec l'OTAN, d'où la nécessité d'une participation suisse. Il ne fait aucun doute que la vision de ce rapport du Conseil fédéral est la transformation des forces armées suisses en une partie opérationnelle de la capacité militaire globale de l'OTAN. Le passage conclut que cette coopération lui permettrait, si nécessaire, d'intégrer ses propres systèmes dans les systèmes de conduite et de communication de l'OTAN dès le début d'une opération ou d'un exercice commun, que ce soit dans le cadre de la défense ou de la promotion militaire de la paix. L'OTAN parle de Day Zero Connectivity, une capacité dont la Suisse doit disposer en cas de nécessité. Pour moi, cette approche équivaut à un abandonnement opérationnel de la neutralité. Mais le Conseil fédéral affirme qu'il ne fait que se préparer au scénario le plus pessimiste d'une attaque armée contre la Suisse. Dans ce cas, les exigences légales du droit de la neutralité cesseraient de toute façon et le pays pourrait se défendre collectivement. En d'autres termes, le Conseil fédéral préfère préparer le terrain pour une autodéfense collective, mais seulement si le besoin s'en fait sentir. Le 4e et plus récent rapport de la commission d'études nommée par le ministère de la Défense a également conclu que la coopération avec l'OTAN et l'UE doit dépasser la coopération actuelle. La coopération devrait évoluer en direction d'une défense commune. En outre, des efforts
concrètes ont été déployées au cours des 2 dernières années pour donner suite à ces orientations politiques, notamment des réunions de haut niveau entre des représentants militaires de la Suisse et de l'OTAN, un accord sur l'ouverture d'un bureau de liaison de l'OTAN à Genève, un protocole d'accord sur l'adhésion de la Suisse à l'initiative Sky Shield de l'UE et, plus visiblement, la participation de Mme Amherd à une réunion de Conseil de l'Atlantique Nord, c'est l'organe politique de l'OTAN, ce qui constitue une première dans l'histoire de la Suisse. Cependant, si le rapprochement politique et militaire entre la Suisse et l'OTAN est évident et manifeste, d'autres forces au sein du processus politique du pays s'emploient en même temps à changer cette direction. Non seulement le Conseil fédéral lui-même a publié un rapport sur la politique de neutralité en octobre 2022, concluant que les principes annoncés en 1993 sont toujours valables et constituent la base de ces décisions, mais en 2024, en été du 2024, le Conseil national a également adopté une motion interdisant la participation de la Suisse aux missions de l'OTAN qui pratique l'autodéfense collective en vertu de l'article 5 de la charte de l'OTAN. Conseiller national de la PS, Fabien Molina, justifie la motion comme suite. Il est dans l'intérêt de la Suisse que notre pays renforce ponctuellement sa collaboration avec l'OTAN. Dans le même temps, la Commission reconnaît la nécessité de clarifier les implications pour le respect de la neutralité et de la liberté d'alliance de la Suisse. La neutralité et la liberté d'alliance restent en compte et continueront d'être des instruments importants et utiles de la politique de sécurité et de politique étrangère suisse, même en ces temps troublés. Le succès de la motion au Conseil national a été possible grâce à un réalignement politique des factions sceptiques à l'égard de l'OTAN parmi les partis de gauche et de droite. Elle n'a cependant pas convaincu le Conseil d'État qui l'a rejeté par 29 voix contre 12 et 4 abstentions. La motion va maintenant faire l'objet d'une nouvelle délibération au sein de la Chambre basse. Le débat au Conseil d'État montre qu'il n'y a pas de consensus entre les parlementaires sur la question de savoir quel niveau de coopération avec l'OTAN est compatible ou non avec la neutralité de la Suisse. Cette tendance est également visible à d'autres niveaux de la société, en particulier avec cette initiative pour un référendum national sur la neutralité. Si elle était adoptée, l'initiative sur la neutralité que nous soutenons tous inscrirait clairement la définition de notre neutralité dans la Constitution où elle est actuellement seulement mentionnée sans être précisée. Elle serait définie comme perpétuelle, armée, sans alliance et pour la première fois dans une neutralité constitutionnelle, elle inclurait le devoir de l'État de rester économiquement neutre en évitant d'imposer des sanctions aux parties belligérantes. Si l'idée a d'abord gagné en popularité grâce au soutien de Christophe Blocher, le comité citoyen qui a élaboré le texte concret de l'initiative n'est lié à aucune partie et comprend aussi bien des militants de gauche et de droite. En outre, au cours des 18 mois alloués à la collection des signatures, notre comité, composé d'universitaires, des syndicalistes et des politiciens issus de partis de gauche et des partis verts, a formé un groupe de soutien pour montrer que, même parmi nous, il y a beaucoup de voix qui soutiennent cette initiative, bien que le Parti social-démocrate officiel ne soit pas favorable à cette redéfinition. C'est pourquoi je suis si reconnaissante à vous, les communistes, et de vous battre pour une véritable neutralité suisse. Pour conclure, j'aimerais vous dire que tout cela signifie que notre combat pour une définition correcte de la neutralité suisse n'est ni une cause perdue, ni une affaire réglée.
Ce que nous devons faire, c'est expliquer encore et encore à nos compatriotes pourquoi cette initiative et le texte proposé pour notre Constitution ne sont en rien nuisibles, mais une réaffirmation nécessaire d'une neutralité suisse utile et constructive pour la communauté internationale de notre siècle. Je n'ai pas eu le temps de parler de tous nos arguments de gauche en faveur de cette initiative, mais je suis sûr que mon collègue, le professeur Wolf Linder, et les autres orateurs le feront. Je vous invite également à prendre connaissance de nos arguments en ligne et à me contacter personnellement pour en discuter davantage. Nous devons réussir à convaincre nos compatriotes que bien que nous ne soyons pas une initiative pro-Poutine, il est tout à fait logique que nous entretenions des bonnes relations avec le monde entier et que nous devions contribuer à la déescalation des conflits plutôt que de soutenir une partie qui veut les résoudre par la guerre. Chers camarades, je vous souhaite force, sagesse et paix.